Bon, j'ai créé un podcast. Je sais pas si vous l'avez vu, mais j'ai lancé un podcast qui s'appelle Nos plaisirs coupables, où je parle avec des gens de films qu'on adore, qui nous font du bien, qui peuvent être cool, ou qui ne sont pas forcément géniaux. Voire totalement pourri, faut pas se le cacher. Le film a une suite, qui casse 2, qui est... Merdique. Merci. Je vous conseille vraiment d'aller écouter, c'est disponible sur Spotify, Google, Amazon, Deezer, partout. Pour le 5e épisode, avec le copain Dim, on a parlé d'un film merveilleux, Van Helsing. Van Helsing. Un film que j'avais adoré plus jeune et qui m'avait donné quelques sueurs froides. J'avais 12 ans à l'époque, ça va. Et bientôt, le film va fêter ses 20 ans. Putain, le coup de vieux! J'ai tellement kiffé de revoir le film que j'avais envie d'en parler. Parce qu'en soi, c'est pas ouf. Enfin, si, c'est génial. Enfin, ça reste médiocre quand même aussi. Mais ça reste génial. Et puis le film est réalisé par Stephen Sommers, celui qui a réalisé La Momie, qui est putain de méga cool. On nous promet un film épique où tous les monstres cultes de la Universal s'affrontent, avec un budget record de 160 millions de dollars. Ça peut être que bien. Franchement, non. Pas ouf! On commence par le générique qui... Vous avez pété le logo? L'histoire débute en Transylvanie, où tout un village qui n'a pas l'air très content veut cramer le château d'un mec faisant n'importe quoi avec la foudre. C'est pas Catherine Laborde qui va être contente. On réalise que ce château appartient à un célèbre docteur. Il est en vie! Et oui, le docteur Frankenstein parvient à donner vie à sa créature. Cependant, tapis dans l'ombre, se cache un autre homme, ou devrais-je dire, une autre créature, Dracula. Acteur que vous avez vu dans Moulin Rouge, mais aussi dans Mission Impossible 2. Et c'était pas bien. Arrêtez. Acteur qui nous offre son plus bel accent roumain, non, et qui a d'ailleurs remporté le prix du pire accent aux Stinkers Bad Movie Awards. Pity your moment of triumph is being spoiled over a little thing like grave robbery. Oh la vache, mais c'est nul! Dracula est en fait aux commandes de l'expérience et dévoile son plan diabolique, auquel on comprend pas grand chose, puis il finit par tuer le docteur dans un effet de style plutôt sympa. Non, franchement, pour le moment ça passe, hein. Ça en fait un peu des caisses, mais c'est pas désagréable, hein. Sauf qu'à ce moment-là, la créature se réveille et active le câble de sécurité en envoyant valser Dracula dans la cheminée. Ça risque de piquer un peu. On voit pas encore complètement la créature, mais franchement son design est incroyable. On ressent une énorme influence steampunk dans l'imagerie du film, en particulier avec les costumes. Un travail réalisé par Gabriele Pescucci, qui a travaillé avec Martin Scorsese, Terry Gilliam et Tim Burton, et par Carlo Poggiolo, qui a aussi travaillé avec Terry Gilliam, Paolo Sorrentino, et sur Abraham Lincoln, chasseur de vampires. Oui, ça existe. Et étrangement, ça donne pas envie. Revenons au film avec la créature qui s'enfuit avec le docteur, mais les villageois parviennent à détruire leur cachette. Ah non mais là ça va, c'est après que ça empire. Dracula arrive trop tard et reste impuissant face à la détresse de ses femmes. Qui dansent? Se dandinent? Montrent leur décolleté? Ah non pardon, elles pleurent. Mais monsieur, c'est pas un peu dégradant là? Mais non, ça passe. Allez les filles, on se penche bien pour pleurer, c'est parfait! Et la transition, on arrive dans le jeu vidéo Van Helsing PS2. Bah attends, mais il est là le CD. Autant pour moi, on arrive dans un pari en effet numérique absolument dégueulasse. Le film est sorti en 2004, je vous rappelle, soit 11 ans après Les Visiteurs. Attends, c'est pas ça la blague. Van Helsing se trouve donc à Paris en train de traquer une créature étrange. Surplombant Notre-Dame, illuminée par la pleine lune rayonnante, on aurait pu croire que c'était le bossu de Notre-Dame, ce qui aurait été incroyable, mais je pense que Victor Hugo n'aurait pas approuvé. En réalité, cette créature est un putain de jumpscare. Tu es très moche. C'est là qu'on découvre Monsieur Hyde, qui honnêtement est plutôt bien réalisé. Van Helsing tente de l'arrêter pacifiquement, mais étant donné la stature imposante de ce lascar, je pense pas que le dialogue soit l'arme la plus efficace. À vous de me dire quelle solution vous convient le mieux. Puisqu'il faut choisir. Alors une bagarre éclate entre les deux, où Van sort des armes bien plus utiles, comme des scies portatives rotatives. Mon dieu, c'est génial rien qu'à le prononcer. Il parvient à se défaire du monstre, et au lieu de célébrer cette victoire autour de 2 bonnes bières, la police se met à pourchasser Helsing qui s'enfuit. Bande d'ingrat. Van Helsing arrive au... Putain, mais qu'est-ce que c'est moche! Non mais putain, mais c'est qui le chef-op de ce film? Snowfall, our effects people producing the snow. Tu voulais payer tes impôts avec ce film? Van Helsing arrive au Vatican et se fait réprimander par ses supérieurs. Vous mériteriez une semaine en enfer. Là au moins j'aurai un peu le temps de souffler. Yeah, that's a good one. Après un peu d'exposition mal fichue sur une mémoire défaillante chez Helsing, blablabla, on découvre que oui, le Vatican gère une société secrète pour régler tous les problèmes fantastiques dans le monde. Une chose qui devrait faire plaisir à tous les complotistes et qui me fait penser un peu aussi au manga Helsing sorti en 97. J'ai fait une vidéo dessus d'ailleurs si ça vous intéresse. Are you mocking me? Oh no, 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 no. Yeah.
Helsing est ainsi un chasseur de primes, ou un James Bond pour le compte du Vatican, avec tout le pataquès qui va avec, briefs de mission, gadgets, son propre M, etc. Mais comme le spectateur, Van Helsing est beaucoup plus attiré par ses gadgets que par le prix de mission incompréhensible. Vous allez devoir combattre Lord Dracula. Ce sera le combat le plus difficile de votre vie, mais ne vous inquiétez pas. Notre organisation sera là pour vous épauler, pour éviter l'extinction de l'espèce. Bah vas-y! Dis-le si je te casse les couilles! Non mais voilà, c'est ça le problème, ça va beaucoup trop vite. Il y a beaucoup trop d'informations et on les explique pas correctement. Genre là par exemple, c'est pas du tout un fusil de Tchekhov. En soi, l'histoire est intéressante et pas si débile, mais elle est diluée dans tellement d'informations inutiles qu'on perd le fil narratif. Le film est généreux, mais on fait des caisses pour rien. Ou s'attarde sur des trucs superficiels comme cette arbalète méga cool putain. Pardon. Bref, Van Helsing doit donc partir en Transylvanie pour sauver un frère et sa sœur des cris de Dracula, si j'ai bien compris. Retenez ça, c'est très important. Frère et sœur joués par Madame d'Underworld et par un mec totalement inconnu et qui le restera après le film malheureusement. Bon bah, tant pis. Il traque un loup-garou qui a quand même... Ouais, il a quand même bien vieilli, et les personnages brillent par leur incompétence. Non mais là c'est pareil, la mise en scène, elle survend les personnages en les rendant ultra charismatiques, sauf qu'ils ne servent à rien. Kate, je t'adore, hein, mais dans ce film, tu n'accomplis rien. Au cours de la traque, le loup-garou emporte le frère dans la rivière qui est présumé mort, et ce plan est dégueulasse de chez dégueulasse. Et on suit Van Helsing pendant son voyage très mouvementé. Et je sais que dans ce genre de film, c'est impossible qu'on ait un voyage hyper calme, mais c'est obligé d'en faire des cases comme ça. Après, c'est vrai que ce serait moins drôle. Van Helsing et son M, enfin Karl, arrivent dans un village où, évidemment, il y a quiproquo. Messieurs, vous allez nous remettre vos armes. Non mais oh, ça va durer jusqu'à quand ce traquenard? C'est quoi l'embrouille là? Je suis pas d'accord là, hein? Et la scène d'action, le village se fait attaquer par les bonasses, eux, les fans de Dracula. Essayons de décortiquer cette scène d'action pour le moins étonnante. Van vise comme un manche avec son arbalète, prouvant qu'il a un ratio négatif sur Call of Duty. Anna se la joue classe, mais en fait sert à rien. Sauf qu'il peut, elles sont là! La transformation des femmes vampires est plutôt bien faite, et ces dernières veulent kidnapper Anna. Mais Van, guidé par son instinct de sauveteur, ou guidé par son envie de bouffer le cul d'Anna, parvient à la sauver en tuant une des vampires, qui meurt dans un effet qui a hanté mes cauchemars plus jeunes. Oh, c'est dégueulasse, merde. Et encore une fois, au lieu de célébrer la victoire, les villageois sont pas contents. Ah, je suis là pour vous sauver! Franchement, on gère, t'inquiète. Mais vous êtes en danger, il y a des morts chaque mois. C'est juste une ou deux personnes de temps en temps, ça va. Ah, c'est bon, j'ai tué la vampire. Mais t'es borné, putain, on t'avait dit qu'on n'avait pas besoin de ton aide, connard! Alors oui, pour le coup, je me moque, mais c'est intéressant. Déjà ici, je sais pas si c'est que moi, mais j'ai l'impression que ça ressemble un peu à The Witcher, avec un événement qui permet de mettre en avant les conséquences sur les actes de Van Helsing, montrant que ce qu'il fait n'est pas forcément accepté. Le film aurait pu exploiter ça pour interroger sur le manichéisme de ce monde, et approfondir le personnage, mais évidemment, c'est traité qu'en surface. Et puis bon, s'ils avaient fait ce film de manière sérieuse, pourquoi pas? Mais là, on n'a pas envie de philosopher pendant 10 000 ans. Là, on veut de la baston. La bagarre. Dracula est dévasté par la mort d'une de ses femmes et commence à pleurer et à râler en marchant sur les murs. Ça sert à rien, mais je trouve ça fun. N'empêche, quand il était petit, ça devait être compliqué, hein. Dracula, tu descends. T'arrêtes d'être perpendiculaire avec moi, ok? Allez, viens. Dracula dévoile toute sa toxicité d'incel envers ses femmes et montre que c'est un monstre dénué d'émotion, de joie ou de bonheur. Ce qui ne va pas du tout avec l'acting du monsieur, mais bon, passons. Il se prépare pour sa prochaine expérience et future bataille finale en maîtrisant un autre loup-garou. Ah, mais peut-être que c'est le frère d'Anna qui a survécu. Et là, mesdames et messieurs, vous allez assister au début de la relation amoureuse la plus forcée et malaisante qui existe. À coup de discussions qui ne vont nulle part, de regards acquicheurs et de tensions sexuelles inexistantes, pour finir avec un Van qui en a marre de voir que sa technique ne fonctionne pas, endort sa bien-aimée pour faire le sale boulot à sa place. Sauf qu'elle se réveille en pleine nuit, donc Van a eu le temps de rien faire. Mais attention! Oh bah tiens, c'est le frère d'Anna qui a survécu, comme par hasard. Oh putain, je m'y attendais tellement pas devant cette révélation pas du tout subtile. Van poursuit le loup-garou, mais Anna ne veut pas le tuer. Enfin, plus tard, elle est ses deux. Et ensuite, dès qu'il est mort, elle en veut à Van. Décide-toi, Anne! Ou tu sors ou je te sauve, mais faut la prendre une décision. Le loup-garou s'enfuit, mais comme chez Van, derrière cette carapace de gros bourrin, il y a un cœur qui bat. Il décide d'aider Anna et de se rendre dans le repère de Dracula. Gardez en mémoire le souvenir de ceux qui vous ont quitté. Peut-être plus cruel que de ne plus avoir le moindre souvenir. Alors cette réplique pourrait être belle, hein, sauf que là c'est ultra égoïste, parce qu'il se réfère pas à Anna mais à lui-même. Van, tu es un con. Les deux parviennent à s'infiltrer et on apprend le fameux plan de Dracula, que je vais tenter de vous expliquer simplement. Are you ready? Begin!
Dracula veut utiliser la machine du docteur Frankenstein pour donner vie à des millions d'œufs qu'il a pendus avec ses femmes, pour créer une armée et dominer le monde. Of course! Sauf qu'il a besoin d'un autre suffisamment puissant pour donner la force à ses enfants. Comme la créature de Frankenstein a disparu, il se sert du frère d'Anna transformé en loup-garou pour emmagasiner toute sa puissance et donner vie aux enfants de Dracula. Mais attendez, ça a aucun sens. Ouais, totalement. Ouais, remettez les tétés, faut pas qu'on réfléchisse. Alors dit comme ça paraît con, je suis d'accord. Mais c'est un bon prétexte pour relier tous les personnages et que chacun ait son importance dans l'intrigue. Je trouve ça plutôt habile et bien amené. Après, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, c'est pas le scénar du siècle. Mais pour un film d'aventure hommage aux créatures de l'Universal, ça fait son taf. Mais pour revenir à ce plan-là, le cardinal disait au début que Dracula avait besoin de la frère et de la sœur. Sauf qu'en fait, pas du tout. Enfin, au moment où on apprend leur existence, le frère n'était pas encore un loup-garou, donc Dracula ne pouvait pas encore l'utiliser pour sa machine infernale. Alors oui, c'est vrai, il y a la fin de la lignée, gna gna gna, mais c'est quand même faiblard pour les intégrer à l'intrigue. Et surtout pour que le Vatican monte une énorme opération pour sauver que ces deux personnages. Donc ouais, ça fait le taf, mais ça reste débile. Ce que tu dis n'a aucun sens. Après ça, on a les fans de Dracula avec leurs enfants qui saccagent le village, Anna s'occupe de libérer son frère, et Van va affronter pour la première fois Dracula. D'ordinaire, pendant que j'approche, je pourrais presque danser sur son rythme cardiaque. Alors observez bien parce que si vous voyez avec ses mains là, c'est pas du tout le rythme cardiaque. Que ce soit avec un pieu ou une croix, Van ne peut rien faire face à Dracula, et ce dernier lui délivre la vérité. Van Helsing est en fait l'archange Gabriel. Pourquoi toujours chercher à expliquer les choses? On peut pas avoir un Van Helsing qui est juste chasseur de primes ou juste avide d'argent. On doit toujours relier ça à la religion. Tout ça parce que c'est Dracula. Il y a quelqu'un qui a déjà essayé ça, c'est dans Dracula 2000. Et c'était à chier. Oui bah je tente des trucs, ça va. Quoi qu'il en soit, les créatures n'ont pas survécu car la force emmagasinée était trop faible. Ce qui permet à M de choper de la donzelle. Champion! Mais Van et Anna sont obligés de s'enfuir, sans avoir réussi à libérer le frère. Donc encore une fois, elle a tout raté. Et comme par hasard, il tombe sur le moulin qui a cramé en début de film et rencontre la fameuse créature. Son design est incroyable. C'est du génie. L'électricité verte, le crâne qui se divise en plusieurs parties, je surkiffe. Après un combat épileptique, Van comprend que Dracula recherche la créature. Il part donc pour le Vatican afin de la mettre en sécurité. Sauf que bien sûr, il part en calèche à la vitesse de l'éclair pour pas éveiller les soupçons. Vous pouvez pas juste vous calmer 2 secondes? Juste 2 secondes! La course-poursuite démarre, mais plot twist, Van était un leurre pour détourner l'attention de la femme vampire, qui se fait massacrer par la deuxième calèche explosive. Van parvient à tuer ensuite le loup-garou qui tentait de le stopper, mais dans la bataille, il se fait mordre. Ça c'est con! Anna n'a même pas le temps de changer encore d'avis sur la mort de son frère qu'elle se fait kidnapper par la dernière femme de Dracula. Tu es vraiment nulle, Anna. Nul! Les 3 compères se retrouvent en ville, cette image me fait beaucoup rire, et tombent sur la dernière femme de Dracula. Le maître est fâché, ce n'est pas bien. Elle joue si bien. Vous l'avez trouvé où? Au Crazy Horse. Allez, penche-toi bien comme il faut, ma chérie! Le monstre contre la princesse. C'est bien ça! Elle propose un échange, la créature contre Anna, et l'échange se fera pendant un bal à Budapest. Et c'est sans doute la meilleure scène du film. La déco de la pièce est somptueuse, les costumes sont flamboyants, et c'est une des rares scènes où les décors sont réels. Avec près de 300 figurants, un entraînement de 3 semaines pour la chorégraphie, qu'on ne voit pas trop malheureusement, la scène envoie du lourd. Jusqu'à ce moment. Ne formons-nous pas un joli couple? Mais attends, c'est pas logique. Si on voit pas le reflet des vampires dans le miroir, bah ils sont où les autres? Alors je sais, c'est pour le style, mais ça gâche la cohérence narrative. Van Helsing s'infiltre avec M et parvient à subtiliser Anna des bras de Dracula. Mais là encore plot twist, tous les invités étaient des vampires. Ah pardon, en fait le coup du miroir c'était planifié et logique. Autant pour moi, c'est moi qui suis con. Bien joué film. Et ensuite on a... Non, attends, il y a un truc qui va pas là. Les vêtements. Pourquoi on voit pas les vêtements? Ça marche pas comme l'homme invisible en fait? Bon ok, j'arrête. Karl utilise sa grenade pour tuer les vampires, mais Dracula parvient à s'échapper avec la créature. Ah oui, c'est vrai, j'ai zappé cette partie parce qu'en fait, il y a trop de trucs à dire dans ce film. Van Helsing gronde de colère et s'emporte envers son ami. Ils t'ont dit comment me tuer? Sous quel angle tu dois enfoncer le pied dans la poitrine? La dose précise d'argent dans chaque balle? Faut pas réveiller le loup qui dort, hein. C'est pas ça du tout expression. De retour au château, Karl expose le lore du film, le résultat de son enquête pour retrouver le vrai repère de Dracula. Pacte avec le diable, forteresse de glace, Ranna sous le soleil. Et Helsing parvient à trouver cette fameuse cachette en utilisant un bout de parchemin donné au début du film, pour compléter une fresque et ouvrir un passage. Et c'est parti pour l'affrontement final. Bonjour à tous et à tous et bienvenue dans ce spécial WrestleMania Transylvanie. Le combat le plus épique que vous avez jamais vu. La Roumanie est en délire. La Transylvanie est en feu. D'un côté du ring, nous avons Van Helsing dans sa forme de loup-garou, et face à lui, Dracula dans sa forme de chauve-souris. Je le présenterai pas à ma fille. Moi non plus. Nous
Nous avons aussi Anna qui sera accompagnée de la créature de Frankenstein qui va affronter la dernière femme de Dracula, qui ne sert encore à rien. On applaudit Anna qui est inutile. Et pour finir cette journée d'anthologie, nous avons un combat pitoyable, le pire que j'ai jamais vu. Nous avons Igor qui affrontera Karl dans un combat complètement pourri, comme mon mariage. Ah, c'est con. Ouais, un peu. Messieurs, dames, préparez-vous au combat! Autant vous dire que les combats secondaires ne sont vraiment pas intéressants, même si on note une belle cascade de la part d'Anna pour la frime, et la mort de ma chère et tendre actrice. Focalisons-nous sur le combat entre Van Helsing et Dracula. Le combat qu'on tease depuis le début du film. La rencontre entre deux légendes dans un combat acharné et dantesque. Et non, c'est de la merde. Les révélations sont pour le coup pas intéressantes. Toute l'iconisation de la transformation de Dracula en vampire est au final ratée. Et surtout, il se fait bolos comme pas possible. Alors que Van Helsing ne maîtrise absolument pas sa transformation. Donc un beau gâchis pour un combat qui aurait pu être cool. Sachant qu'en plus, au vu de la pièce où ils se confrontent, on voit rien. D'ailleurs, Van se maîtrise tellement pas qu'il se rue vers Anna. Par-dessus la troisième corde! Et elle crève. Alors, pire mort possible, hein. Mais c'est quand même cool de la faire mourir. Le loup est tout triste avec ses petites oreilles qui se baissent. Et il pleure la mort de sa femme qu'il n'a jamais aimée. D'ailleurs, je vous ai pas dit à quel point il a forcé pour essayer de l'embrasser juste avant le combat final. C'était tellement embarrassant que j'ai préféré l'oublier. Van Helsing brûle le corps de la jeune femme qui fait une Mufasa dans le ciel, putain j'en peux plus. La créature s'en va dans une toute petite embarcation, je pense qu'il y avait plus de budget pour le film. Et après un ultime sourire de fierté, Van Helsing part vers l'horizon, et c'est fini. Et maintenant la question à 10 000 $. Pourquoi ça n'a pas marché? Le monde veut savoir. Avant de commencer, si vous voulez une analyse plus poussée et sérieuse, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de Monsieur Bobine, qui est franchement hyper intéressante. Maintenant, revenons à nos vampires. Bon, déjà, au-delà de la qualité du film, parce que bon, des films moyens qui marchent au box-office, ça existe de plus en plus, voyons quand il est sorti. Le 5 mai 2004 en France et le 7 mai aux États-Unis. Entre sa sortie, on a eu Kill Bill volume 2, 3, le jour d'après, et Harry Potter 3. Ouais, c'était pas la meilleure date. Oui, donc en fait, le film aurait pu sortir en avril ou au début de l'été. Mais ça explique pas tout. Pour un budget de 160 millions, il en a rapporté 300 millions. Combien? Il est presque bénéficiaire pour tout le monde. Mais pour un film comme ça, je pense qu'il fallait faire au minimum 500 millions pour être considéré comme étant un succès. Surtout au vu du marketing de l'époque, avec notamment une pléthore de jeux vidéo sortis par exemple. Mais le bouche à oreille assez négatif n'a pas réussi à le sauver non plus. Non, mais je pense qu'il faut pas chercher plus loin. Hein. C'est un mauvais film. Mais pas pour moi. Je n'arrive pas à le considérer comme étant un mauvais film, voire même comme un nanar, parce que je l'aime au premier degré. Il avait un tel potentiel pour devenir une franchise, mais il s'est embourbé dans une surenchère disproportionnée, et malgré le succès de La Momie, on sent que le réal a été dépassé par le projet. Non, parce que ce film, c'est La Momie version Universal. En moins bien. Les deux plus gros problèmes cités sont les CGI dégueulasses à foison. Je vous rappelle que le film est sorti la même année que Harry Potter 3 et Spider-Man 2, et l'inconsistance dans la narration. Le film a voulu réinventer les mythes de ces créatures pour créer une cohérence diégétique. Sauf que ça entraîne quelques incohérences, notamment sur le loup-garou avec ses transformations permanentes qui ne sont jamais respectées. Sans parler également du traitement déséquilibré des personnages. En gros, on s'attarde beaucoup sur les autres personnages que Van Helsing, et ce dernier possède une personnalité très mystérieuse. Ça sent qu'il voulait garder ça pour une suite, mais un film doit suffire à lui-même, donc c'est risqué. Et puis bon, les personnages, à part Karl qui me fait rire, sont assez antipathiques. On retrouve pas les interactions folles de La Momie qui faisaient le charme du film. Et je ne parle pas de la musique assourdissante qui ne s'arrête jamais et qui casse les oreilles. Attention, elle est pas mauvaise, hein. C'est même Alan Silvestri qui l'a composée, le compositeur de Robert Zemeckis. Mais apprenez que parfois, certaines scènes, même dans un blockbuster, n'ont pas besoin d'autant de musique. En gros, si on veut résumer, Van Helsing ressemblait à tous les autres blockbusters. Et je pense que les gens s'attendaient à mieux. Le rythme du film est tellement endiablé qu'il ne prend jamais le temps de vraiment poser une ambiance et d'approfondir son intrigue de manière simple. Car même si l'histoire tient plutôt la route, c'est bavard et complexe pour rien. Et ça effleure les bonnes idées sans jamais les exploiter correctement. Sans oublier les quelques grosses inspirations du Seigneur des Anneaux, entre les plans panorama et l'effet de la carte là, juste là. C'est con à dire, mais ce film est une parfaite métaphore de la créature de Frankenstein. Trop de choses qui ont été assemblées ensemble, mais qui ne tiennent pas forcément la route. Mais je l'aime quand même ce film. Je pense que je suis maso. Objectivement, le film est raté et ma nostalgie joue beaucoup. Mais comme je disais, le film est tellement généreux et endiablé que malgré ses problèmes, je me suis pris au jeu. J'aime la direction artistique entre les décors, les costumes, les accessoires et les designs qui vont avec. La réal est pas très belle, trop sombre et le montage épileptique, mais elle tente d'être créative pour apporter un spectacle digne de ce nom. Hugh Jackman est parfait dans le rôle et pas mal de dialogues sont vraiment chouettes. Par contre, petit conseil, regardez-le en VF, c'est vraiment mieux. Dans son extrême générosité, le film fourmille d'idées narratives, de références, de design, etc. L'introduction en noir et blanc et la scène du bal sont réussies. Et on sent que le réalisateur aime ces monstres et veut créer quelque chose de cool et cohérent pour que tout le monde puisse être satisfait. Mais voilà le problème, il y a trop d'idées, pas assez de temps pour les exploiter correctement,
et sans approfondir les meilleurs. Et ça entache toute l'ambition du film. Après, si on y réfléchit, je pense que le film aurait pu marcher aujourd'hui. Parce que les CGI sont aussi dégueulasses que les blockbusters actuels. Quand on voit ce qu'a donné le Monsterverse d'Universal en 2015, difficile de pas être déçu de cette gestion catastrophique. Car tous les monstres ont du potentiel. Et que les comédies d'aventure endiablées comme Sommers faisait avec la momie, on n'en fait plus trop. Donc ouais, Van Helsing c'est pas si ouf que ça, mais je l'adore toujours autant. On peut trouver de la cinéphilie dans toutes les œuvres, même dans la saison 1 de Yu-Gi-Oh! J'en ai fait une analyse d'ailleurs si ça vous intéresse. Merci à tous, n'oubliez pas de partager la vidéo si ça vous a plu, et surtout, aimez les œuvres que vous aimez. Ciao!